Monsieur Verdier, bonjour. Bonjour. Bonjour, donc Monsieur Verdier, vous êtes directeur d'une association d'aide à domicile à Nantes et vous allez nous faire part de votre expérience sur l'organisation ou la réorganisation des services que vous avez menés. Oui, c'est ça. Alors, je suis accompagné d'une responsable de secteur et d'une auxiliaire de vie. Donc, je vais essayer plutôt, moi, de vous présenter un petit peu la démarche rapidement, de pouvoir laisser la parole à mes deux collègues pour vous dire de manière assez concrète ce que ça produit aujourd'hui, enfin, comment elles le vivent. Et puis surtout pouvoir vous laisser poser des questions. Voilà, j'ai écouté donc avec beaucoup d'attention l'intervention de l'ARACT et puis je vous ai rejoint un tout petit peu avant 14 heures, donc j'ai écouté les échanges, voilà, qui me parlent assez bien. Et donc dans notre département Loire-Atlantique, on a également, le département a également candidaté à la plateforme des métiers de l'autonomie. Voilà, c'est aussi des démarches qui nous parlent et dans lesquelles on est tout à fait partie prenante ici. Très bien. Alors, je vais juste faire un essai, je vais demander à mes collègues de se présenter et comme ça, normalement, la caméra va se mettre près d'elles quand elles vont parler et sinon, on s'adaptera pour que vous les voyez tout à l'heure. Donc, bonjour à tout le monde. Je suis Karine Charbonneau, donc je suis responsable de secteur donc à l'ADT. On vous entend. Bonjour à tous. On ne vous a pas vu, mais on vous entend très très bien en revanche. Bon, c'est le principal. Bonjour à tous, je suis Elena Lévesque, assistante de vie sur Saint-Nazaire depuis 17 ans à l'ADT. Également et syndicale. Et voilà, je m'arrête là. Merci maintenant. Ok. Donc, je démarre. Donc, moi, je suis donc Geoffroy Verdier. Je dirige donc l'association ADT 44, une association qui intervient donc sur tout le département de la Loire-Atlantique. La Loire-Atlantique, donc, c'est un département qui a la particularité donc d'être assez vaste, 7000 km², d'être urbain à Nantes et à Saint-Nazaire, et puis globalement rural en dehors de ces deux pôles d'attractivité. Et surtout littoral dès qu'on va sur la côte Saint-Nazaire et puis tout le littoral de la Loire-Atlantique. Ça fait donc 13 ans que je dirige l'association ADT 44, une association donc d'aide à domicile, historiquement qui intervenait auprès des familles, donc un peu comme les ADMR. Avec donc une histoire très ancienne, encore plus ancienne que les années 60-70 où on a commencé à s'intéresser aux personnes âgées. Un métier emblématique, celui de TISF, technicien d'intervention sociale et familiale, et puis un savoir-faire autour du soutien à la parentalité. Peut-être une histoire très ancienne avec un métier et une convention collective, métier de TSF, convention collective qui date de 1970. Sur les sujets de temps de travail, sur les sujets de temps de déplacement, de temps de réunion qui sont pris en compte, de remboursement des kilomètres, partie des sujets qui sont pris en compte chez nous depuis longtemps. J'ai dit donc que ça faisait donc un moment que j'étais à la direction de l'association. J'ai mis en place un certain nombre
de choses dans ce qu'on peut appeler le management participatif, même si aujourd'hui ça peut plus vouloir dire grand-chose. Enfin, en tout cas, j'ai mis un certain nombre de choses en place pour faire du management, tout simplement, avec un levier principal quand je suis arrivé qui était celui de la formation, donc des plans de formation tout à fait ambitieux, bien au-delà du budget de formation qui nous est alloué, avec dans le secteur, dans notre territoire, le fait quelque chose de vertueux, à savoir que plus on dépense en formation et plus on a la possibilité d'avoir accès à des financements spécifiques. Donc, ça veut dire que grosso modo, pour un budget formation de 70 000 € par an, on arrive à dépenser à peu près 200 000 €. Les premières années, on avait un petit autofinancement et puis par la suite, c'est beaucoup de financement complémentaire. Donc voilà, donc j'ai mis un certain nombre de choses en place autour de la formation notamment, autour des conditions de travail avec notamment l'ARACT dans un dispositif qui s'appelait TETIS, ça c'était il y a une douzaine d'années, qui a permis en fait de partager avec les instances représentatives du personnel et la direction les sujets autour des conditions de travail, partager le diagnostic et du coup partager le plan d'action et les choses à travailler ensemble. Voilà, tout ça a apporté un certain nombre de résultats. Tout ça a apporté on va bientôt s'envoler. Tout ça a apporté un certain nombre de résultats objectifs et du coup j'ai été assez vite intéressé, donc en 2013 et 2015, à pouvoir objectiver ces résultats en interrogeant directement les salariés par le biais d'un baromètre social. Donc, c'est un outil qu'on a construit nous-mêmes et donc qui visait à interroger les 500 salariés sur l'ambiance, la rémunération, un certain nombre de sujets de qualité de vie au travail. Voilà. Les deux éléments, c'est que dès 2013, on a eu un taux de retour assez important de ce baromètre social. 60% des salariés qui ont pu répondre. Le deuxième élément, c'est qu'on avait globalement des retours plutôt positifs. Et puis, du coup, des choses qui nécessitaient d'être améliorées. La rémunération, bien sûr, et deux autres sujets qui étaient autour des conditions, les éléments qui revenaient, en fait, c'était la planification, donc les coupures, les horaires atypiques le matin, le soir, et puis les kilomètres, le nombre de kilomètres réalisés. On va dire que c'était grosso modo les trois sujets. Et en fait, quand en 2017, on a imaginé ce projet qui s'appelle Libérons nos énergies, eh bien, quelque part, ça venait d'abord répondre à ça, avec un peu le constat que depuis donc 8 ans, 2009-2017, on avait mis en place un certain nombre de choses, des résultats qui étaient partagés, des résultats positifs qui étaient partagés, et en même temps une appréciation assez mitigée de cette question assez centrale du planning dans notre métier. Donc, c'est vraiment ce qui a fondé le projet Libérons nos énergies. Donc, le premier élément qu'on a souhaité travailler dans Libérons nos énergies, c'était la question justement des plannings. Alors, ça a coïncidé pour nous avec le fait qu'on a équipé à cette époque-là tous nos salariés de smartphones. Équiper des salariés de smartphones dans l'aide à domicile, ça n'a rien d'original ou d'extraordinaire. La seule chose, c'est que quand on équipe les salariés de smartphones, c'est plutôt pour pointer, c'est plutôt un outil de pointage que nous, on avait déjà avant les smartphones, puisque en fait, on pointait avec les téléphones fixes des personnes.
Et par contre, on s'est dit, puisqu'on va équiper nos salariés de smartphones, ils vont aussi avoir en temps réel leur planning. Ils vont aussi avoir accès, si on les y autorise, à des informations sur les personnes aidées, sur les fiches missions, enfin, sur la manière de se rendre au domicile. Et du coup, on s'est dit que si on autorisait nos salariés à avoir accès à toute cette information, eh bien, ils allaient pouvoir… c'était une opportunité de leur permettre d'avoir les mêmes éléments que la responsable de secteur, d'avoir les mêmes éléments que l'association sur ce qui constitue le planning. Et du coup, assez vite, l'intuition, ça a été de dire, eh bien, puisque vous avez tous ces éléments, les mêmes que nous, n'hésitez pas à contribuer à votre planning. On va continuer à structurer votre planning sous la forme d'une proposition. Mais si vous pensez que vous pouvez inverser deux usagers ou modifier des choses, eh bien, n'hésitez pas à le faire. Donc ça, c'est la première brique du projet. C'est ce qu'on a mis en place au début. Donc, le projet, on l'a démarré en 2018. Je vous passe le fait qu'on a présenté ce projet aux élus, à nos responsables de secteur, à notre conseil d'administration, à nos salariés, qu'on a constitué un comité de pilotage paritaire, donc avec toutes les fonctions que je viens de nommer, et que pour ça, on a été appuyé par un chargé de mission de l'ANACT, puisque notre projet avait été repéré dans un appel à projet qui favorisait la participation des salariés. Donc, un comité de pilotage. Assez rapidement, on a mis en œuvre donc des expérimentations, donc de septembre 2018 à septembre 2019. Ces expérimentations, on les a mises en place sur 2 secteurs particuliers. Donc, on a une quinzaine de secteurs à ADT. Un secteur qui était celui de Nantes, donc un secteur urbain, qui, on va dire, concentre un peu toutes les difficultés de turnover, de difficultés de recrutement. Voilà, je passe. Et un autre secteur, donc cette fois-ci à Guérande, donc sur un secteur littoral, où on avait identifié de la part des équipes et de la responsable de secteur une dynamique et une propension à prendre de l'autonomie. Voilà. Ce qui était moins le cas sur Nantes. On avait 2 secteurs donc très complémentaires, urbain, littoral, gros secteur, grosse difficulté, petit secteur et bonne dynamique. Et donc, on a choisi ces 2 secteurs pour expérimenter, avec 2 expérimentations un peu différentes. À Nantes, plutôt une expérimentation descendante. C'est nous qui avons considéré que si on donnait de l'autonomie à nos salariés, ils allaient moins appeler le siège pour savoir à quelle heure, le planning, etc. Leurs usagers allaient moins appeler, puisque du coup, ils pourraient leur transmettre des informations en direct. Et du coup, on allait pouvoir centrer la responsable de secteur sur des missions de management au sens de la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences et d'évaluation médico-sociale, qui est un peu le cœur de métier pour une association comme la nôtre, autorisée, habilitée à l'aide sociale par le département. Et que du coup, donc, l'autonomie des salariés, ça allait permettre donc, à la responsable de secteur de se centrer sur ses missions et puis à l'assistante finalement de superviser la planification avec l'aide des salariés. Sur Guérande, l'idée c'était plutôt de partir du terrain, de l'intelligence collective des équipes. On les a accompagnés avec un consultant externe que les équipes ont elles-mêmes choisi et du coup qui a permis d'aller de poser la question aux équipes, dites-nous comment vous voulez fonctionner pour avoir plus d'autonomie et d'être accompagné pour cela, parce qu'on avait l'intuition que si on disait juste aux équipes, dites-nous comment vous avez envie de fonctionner pour être autonome, ça n'allait pas forcément aboutir. Donc, le consultant, il était là en appui pour produire quelque chose. Les expérimentations, donc, elles ont eu lieu de septembre 2018 à septembre 2019 sur ces 2 territoires et on a communiqué sur ce projet à tout le monde, aux instances représentatives, je l'ai dit, et ensuite à tous les secteurs. Donc,
moi, depuis que je suis arrivé à l'ADT, j'essaye de rencontrer les équipes tous les ans, ou tous les ans et demi, sous la forme de réunions de proximité. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, 15 secteurs. Donc, ça fait à peu près une quinzaine de réunions de proximité où je me déplace où je me déplace et donc où j'ai présenté plein de choses en fonction des années. Et donc, en 2018, fin 2018, début 2019, en 2018, pardon, j'ai présenté le projet Libérons nos énergies à toutes les équipes. Ce qui fait que quand on a évalué ce projet donc en octobre 2019 avec notre comité de pilotage, on avait à la fois des résultats mitigés sur les deux secteurs d'expérimentation, enfin surtout sur Nantes, mais pour lequel on partait d'un point de départ difficile, des éléments assez favorables sur partait d'un point de départ plutôt favorable. Et quelque part, la surprise, ça a été que l'ensemble des secteurs s'est saisi du projet et que, en fait, on avait des secteurs qui ne faisaient donc pas partie de l'expérimentation et qui, se saisissant de l'autonomie qui était possible, parce que tout le monde était équipé de smartphones, révélaient des résultats, enfin, en tout cas, des frémissements tout à fait positifs par rapport à l'expérimentation. De manière tout à fait autoritaire, en octobre 2019, avec quand même le comité de pilotage, on a décidé que finalement les expérimentations étaient tout à fait positives et qu'il fallait généraliser cette organisation. C'est ce qu'on a fait donc au tout début de l'année 2020. Donc la généralisation de l'organisation, elle tenait en 3 points. Le premier, c'était le planning, il est désormais co-construit. La responsable de secteur structure un planning par rapport à des prises en charge, par rapport à des zones géographiques, à des compétences, enfin, ce que fait habituellement une responsable de secteur. Et les salariés sont tout à fait autorisés et sont encouragés à faire des propositions. Voilà. Alors, je rentre pas dans les détails, mais globalement, les salariés, il y a des salariés qui se contentent du planning qui est proposé. Il y a des salariés qui font des propositions, mais comme elles faisaient déjà en réunion d'équipe ou qui font des petites propositions, mais qui attendent que ce soit bien validé. Et puis, il y a des salariés qui, le jour même, parce qu'il y a une annulation, parce qu'il y a un besoin plus particulier, vont pouvoir prendre des initiatives qui sont autorisées par les paramètres qu'on a mis en place dans notre télégestion. C'est-à-dire que si une intervention n'est pas planifiée et que le salarié la réalise, elle est comptabilisée et d'une manière générale, le planning s'adapte à ce que réalise le salarié. Donc, le salarié peut tout à fait prévenir a posteriori d'une réalisation ou d'une modification qu'il a pu faire. Donc ça, c'était la base du fonctionnement un peu généralisé, la co-construction des plannings. Le deuxième sujet dont je n'ai pas encore parlé, c'était dans ce projet l'idée que on allait diversifier les missions pour 2 raisons. La première, moi quand je suis arrivé il y a 13 ans, on disait dans l'aide à domicile, on ne peut pas proposer des temps pleins. On avait augmenté les temps de travail, on avait considéré dans nos baromètres sociaux que les salariés étaient bien sur du temps de travail choisi, puisque quand on leur demandait est-ce que votre temps de travail vous convient, les salariés répondaient oui, et que d'une manière générale, si quelqu'un voulait augmenter son temps de travail, on lui augmentait. La seule chose, c'est que de fait, il y avait des salariés qui n'allaient pas au temps plein ou qui n'augmentaient pas leur temps de travail parce que, en termes d'amplitude horaire, pour travailler à temps plein ou pour avoir un gros temps de travail, il faut travailler de très tôt le matin à très tard le soir
plutôt 5 jours sur 7 enfin 5 grosses journées. Donc la diversification des missions, eh bien ça a permis d'augmenter le temps de travail, d'aller jusqu'au temps plein et que ce soit réaliste, ce qui quand on additionne des interventions d'une demi-heure ne fonctionne pas. Chez nous, on est plutôt sur des interventions minimum 1 heure, quelquefois 3 quarts d'heure, et la demi-heure, en fait, elle n'a lieu que sur des territoires denses, où en fait les salariés ils sont dans le même immeuble, ou en tout cas sur un territoire où il y a très peu de déplacements. Donc, en tout cas, que ce soit une demi-heure, 3 quarts d'heure ou 1 heure, si on fait que des interventions très courtes, c'est pas possible d'aller au temps plein. Et donc, la diversification des missions, telles que de l'animation d'habitat inclusif sur des créneaux de 4 heures le matin, l'après-midi, voire toute la journée, mais également des actions collectives, mais également des participations à des forums, à des recrutements, à des visites à domicile, enfin plein de fonctions diverses et variées. Eh bien, cette diversification des missions, elle permet, 1, d'aller jusqu'au temps plein, 2, ça a été évoqué sur la pyramide de Maslow, de répondre à des besoins, enfin, de diversifier l'activité et quelque part de rendre le travail moins pénible. Il y a des salariés qui veulent faire du Alzheimer toute la journée. Chez nous, les salariés, finalement, ils ne sont pas mécontents d'avoir 1 heure ou 2 de ménage à un moment donné qui va leur permettre de souffler, de travailler évidemment d'une façon différente que d'être chez une personne Alzheimer ou une personne désorientée ou sur une situation plus complexe. Voilà, donc ça a été posé. Donc, quand on a généralisé le fonctionnement, on l'a posé donc comme un deuxième sujet. Et puis le troisième sujet, c'était, mais j'en reparlerai après, c'était plus sur le fait que on suggérait, on ouvrait la possibilité aux salariés de devenir des AD-team, des salariés qui représenteraient leur équipe et qu'on pourrait solliciter pour notamment participer à la prise de décision, mais ça a été évoqué tout à l'heure précédemment. Voilà, donc on a généralisé au mois de janvier 2020 ce fonctionnement. Quand je dis on l'a généralisé, ça veut dire qu'on est allé jusqu'à l'inscrire dans notre accord d'entreprise qu'on renouvelait à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'était à dessein que à la fin des expérimentations arrivait un accord d'entreprise dans lequel le préambule c'est libérons nos énergies. Et en gros, dans ce préambule, on dit évidemment on respecte le code du travail, évidemment on respecte les dispositions conventionnelles. Par contre, tout ce qui peut concourir à la conciliation de la vie professionnelle et des vies personnelles, c'est prioritaire par rapport à l'amplitude telle qu'elle est posée dans notre accord d'entreprise de 11 heures par jour, le roulement des week-ends, voilà. Il y a un certain nombre de choses qui sont posées dans l'accord d'entreprise, mais auxquelles on peut déroger à partir du moment où ça permet de contribuer à cette qualité de vie au travail ou conciliation vie pro, vie perso. Voilà. En 2020, comme tout le monde, on a été touché par le confinement. Et du coup, donc ça, c'était pas prévu, évidemment, mais c'était un bon alignement de planète par rapport à ce projet, puisque en 2020, on a eu ce que j'appellerais un crash test grandeur nature. Et finalement, toute l'autonomie, puisque tous les salariés n'étaient pas forcément pas complètement partie prenante de l'autonomie qu'on proposait. Le confinement a fait que tout le monde a pris l'autonomie, voilà, et que, globalement, je vous fais pas un dessin, mais en tout cas, l'organisation de se recentrer sur les actes essentiels en lien avec les usagers, de considérer que aller faire du ménage chez une personne isolée
pour nous, c'était de l'acte essentiel et ne pas aller chez quelqu'un chez qui on faisait des toilettes parce que il ne souhaitait pas qu'on vienne quand on n'avait pas de masque ou parce que la famille avait pris le relais. Tout ça, ça s'est organisé en 2 jours via les salariés qui n'ont eu aucune difficulté à ne pas pouvoir se retrouver en présentiel ou à ne pas pouvoir joindre de manière habituelle les bureaux. Voilà. Et donc, à l'issue du confinement, je dirais que les quelques salariés qui étaient encore réticents, ça les a convaincus que voilà, il y avait pas... Avant le confinement, on avait encore des sujets de oui, le planning on l'a sur notre téléphone, mais est-ce qu'on pourra continuer à le recevoir sur papier parce que c'est plus gros, c'est mieux, etc. Et évidemment, après le confinement, il n'y avait plus de sujet sur ça. Enfin, c'est un exemple, mais je trouve que ça illustre bien ça. Et puis donc, depuis le confinement, enfin le déconfinement et après avec toutes les périodes, eh bien, on a pu chaque année finalement aller vers une autre étape. On peut considérer qu'en 2020, on était plutôt sur la co-construction des plannings. Il y avait des choses qui étaient bien lancées. Donc ça s'est généralisé. Et il y a un certain nombre de salariés qui sont allés plus loin qui se sont autorisés plus de choses, etc. En 2021, on a mis peut-être, 2021, on a mis l'accent sur la diversification des missions, parce que ça nécessitait du temps de formation, des temps, avec les responsables de secteur pour que ça se mette en place. Et puis en 2021, on a mis en place ce qu'on a appelé donc les AD Teams, donc de manière concrète, des salariés donc qui sont élus par leurs petites équipes. Donc globalement, ça fait une 60aine d'AD Teams à ADT, et on a organisé des groupes de travail avec les AD Teams sur la rémunération, sur la prévention, sur les équipements, sur ADT 2000, que sera ADT en 2030. Voilà. Moi, je m'en arrête là et je vais laisser la parole à Karine et Elena qui vont peut-être pouvoir illustrer de manière précise sur le fonctionnement aujourd'hui. Oui, alors je ne sais pas si vous avez des questions à poser en particulier par rapport justement à la mise en place. Est-ce qu'on peut vivre au quotidien avec les équipes autour de Libérons nos énergies? Est-ce que vous avez des questions dès maintenant? Des remarques? J'avais une question, je l'ai peut-être loupé au début. Combien d'heures vous faites sur une année? 450 000 heures à l'année, 580 salariés, 450 ETP, et donc je l'ai dit en filigrane, mais on a une activité diverse, donc famille, personnes âgées, personnes en situation de handicap, on est tout public. Avec aujourd'hui une prédominance quand même de l'activité PAPH. Ok, merci. C'était pour avoir un ordre d'idée. Il y a des réactions. Leur convention collective, êtes-vous à la base? Oui. Êtes-vous à la BAD? Oui. Et vous remboursez combien les kilomètres? Vous êtes convention? Alors, on rembourse les kilomètres tels que c'est prévu par la convention collective. Depuis toujours, en fait, on remboursait aussi les kilomètres domicile-travail après une franchise de 8 kilomètres. Et en fait, depuis 2018, alors c'est quasiment concomitant avec le projet, mais ça fait aussi partie du sujet. On a équipé nos salariés de véhicules de service. Donc en 2018, on avait 100 véhicules de service.
En 2022, on en a 200. Voilà. Et ce qui fait qu'en fait, aujourd'hui, les salariés qui font le plus de kilomètres, ils ont un véhicule payé par l'association, donc le carburant, et c'est nous qui supportons l'augmentation du carburant. Et les salariés qui n'ont pas de véhicule aujourd'hui, ce sont des salariés qui font peu de kilomètres ou qui, au moment où on leur a proposé un véhicule, ne l'ont pas accepté parce que c'est un véhicule de service. Alors même si véhicule de service avec lequel on rentre chez soi, enfin qu'on ne vient pas prendre dans une agence, voilà, mais c'est un véhicule de service, donc voilà, c'est pas forcément aussi confortable que son 3008 si on a des enfants et du coup une activité, une vie personnelle à concilier. Et quel est votre taux d'absentéisme? Alors, sur le taux d'absentéisme, on n'est pas. Enfin, d'abord, le taux d'absentéisme en 2020 et en 2021, bah, comme tout le monde, en fait, on a des arrêts Covid, on a des arrêts des personnes cas contact, des personnes positives, etc. En 2020, on a été plutôt épargné dans le département. Autant aujourd'hui, voilà, on continue à être un département en alerte, sur la crise sanitaire. On a encore des cas positifs. Donc voilà, aujourd'hui, le taux d'absentéisme en 2021, il est assez dramatique, ou en tout cas assez fort, assez haut. Voilà, je crois qu'en 2019, on était à peu près à 13%, ce qui était déjà assez haut, et que 2020 et 2021, ça ne s'est pas amélioré. Et d'une manière générale, aujourd'hui, le taux d'absentéisme, il s'est pas divisé par deux. Après, ce qu'on voit, c'est que on n'a pas on a moins de petits arrêts. Et après, mais ça, c'est pas dans les statistiques, mais on a moins d'arrêts. On a moins d'arrêts du jour au lendemain, etc. C'est-à-dire que, alors j'allais dire, on a moins d'arrêts de complaisance, donc je le dis, mais surtout, en fait, on a moins d'arrêts où les salariés nous appelleraient pendant l'astreinte ou 5 minutes ou avant ou après d'être intervenus en disant je peux pas venir. En fait, voilà, aujourd'hui, il y a des arrêts de travail, mais c'est des arrêts de travail qui sont le plus souvent anticipés, dans la limite de l'anticipation évidemment, et surtout le plus souvent travaillés, pris en charge finalement par le salarié. La plupart des salariés qui sont absents, aujourd'hui, non seulement ils nous appellent pour nous dire qu'ils sont absents, mais surtout ils nous appellent pour nous dire les interventions qu'on doit absolument remplacer et éventuellement qui peut le remplacer, voire des remplacements qui auraient pu être faits, voire ils ont déjà géré avec leurs collègues le remplacement. Et quel est votre taux horaire? Alors, en fait, je réponds bien volontiers, mais évidemment, on est donc dans un département où on a toujours été, on est dans un département où on est plutôt bien loti. Donc aujourd'hui, notre taux horaire, c'était 24 € sur le périmètre CEPOM. Donc c'est un CEPOM en fait qui couvrait 2019, 2020, 2021 et qui du coup va aller jusqu'à 2022. Et en fait, avant le CEPOM, on n'était pas du tout à 24 €. C'était assez disparate au niveau des structures. On a travaillé donc une négociation CEPOM collectivement. Et donc voilà, on a abouti à ce financement sur la durée du CEPOM, une prise en compte
de l'avenant 43 pour 2021 et pour 2022, donc qui rend quelque part un peu obsolète le taux que je vous donne aujourd'hui. Voilà, donc c'est une condition nécessaire d'avoir un département qui depuis toujours nous finance plutôt bien. J'ai dit que le CEPOM, que le Libérons nos énergies était inscrit dans notre accord d'entreprise, c'est aussi inscrit dans notre CEPOM, noir sur blanc. Donc voilà. Maintenant, toutes les autres structures du département sont à 24 € et si vous les aviez invitées à témoigner, elles ne vous auraient pas forcément dressé ce tableau idyllique que je vous présente. Donc la condition, elle est nécessaire, elle n'est pas suffisante. Voilà. Et c'est vrai que voilà, si on est, je ne connais pas votre territoire, mais si on est, à un moment donné, il faut mettre les moyens. Le prérequis de base, c'est que, voilà, ça sert à rien de parler d'attractivité des métiers, de reconnaissance, de ce qu'on veut, si on est à 20 €. Puisque par rapport à ce que coûte le SMIC, ce que coûte l'encadrement, les kilomètres, etc., faut être voilà. Est-ce que vous faites un lien entre votre taux d'absentéisme et ce que vous avez mis en place dans le cadre de votre dispositif Libérons des énergies? Si on s'en tient aux taux, aux indicateurs que sont l'absentéisme ou les accidents du travail, pour l'instant, c'est des indicateurs qui n'ont pas bougé positivement. D'accord. Donc, voilà. Aujourd'hui, les indicateurs qui ont bougé positivement, c'est la capacité à recruter. Alors, c'était marrant dans ce que disait Laract tout à l'heure. Nous, notre démarche, en fait, on l'a plutôt mise en place. Notre projet, c'était plutôt un projet entre guillemets QVT, même si on a dès le départ dit à nos IRP, nos instances représentatives du personnel, étaient emballées par le projet, puisque c'était, vous l'avez rappelé, l'ANI, etc. Super, on va pouvoir avoir un paragraphe qualité de vie au travail dans notre accord d'entreprise. Mais nous, on avait évidemment fait le lien avec la performance, c'est-à-dire que il y avait, conciliation vie pro vie perso, mais qu'il y avait aussi une condition, c'était la flexibilité, c'est un gros mot, mais voilà. En tout cas, on faisait un lien avec la performance de l'association. Donc ça, c'était le point de départ. Et en fait, quand on était plutôt dans l'évaluation sur des indicateurs tels que l'absentéisme, tels que les accidents du travail. Alors, sur ces indicateurs, ça n'a pas bougé. Sur le baromètre social, aujourd'hui, on n'est plus sur un baromètre social maison, on est sur l'indice de l'alignement humain, qui est un outil qui a été créé par d'autres, mais qui a l'avantage de poser à tout le monde les mêmes questions et de pouvoir se comparer avec d'autres, et quelque part qui reprend des questions qu'on avait en 2013 et en 2015. Donc, sur l'indice de l'alignement humain qu'on a, on a sondé nos salariés en 2020 et 2021, les retours, ils sont quand même positifs. C'est-à-dire qu'il y a des questions sur est-ce que vous avez l'impression d'être reconnu? Est-ce que vous avez l'impression d'organiser vos tâches vous-même? Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous fait confiance? Est-ce que, voilà, sur toutes ces questions-là, on est sur des scorings qui sont assez intéressants et sur des questions qu'on se posait déjà en 2013-2015, on voit l'évolution. Donc ça, c'est un indicateur qui pour nous est intéressant. Et puis ensuite, aujourd'hui, ce qu'on s'aperçoit, c'est que finalement, ce projet-là, donc c'était plutôt un projet QVT, ce que je disais, et qui donne des résultats sur l'attractivité, sur la marque employeur, ce que vous avez listé dans votre PowerPoint. D'ailleurs, je serais intéressé pour le récupérer, voilà, parce que ça théorise bien, en tout cas, un certain nombre de sujets qu'on a essayé de mettre en œuvre. Et sur ces sujets-là,
En 2021, on a réussi à recruter mieux que les autres. Et surtout, dans l'aide à domicile, si on ne recrute pas, on baisse, on perd de l'activité. J'apprends rien à personne. Donc, nous, aujourd'hui, le recrutement, il doit faire face aux enjeux de 15 départs en retraite par an, d'un absentéisme qui va être, d'un absentéisme de salariés qui sont en congé maternité, en congés parentaux, de salariés qui vont nous quitter parce que voilà, ils n'ont pas forcément envie de faire carrière dans l'aide à domicile, pour plein de raisons. Et du coup, on doit donc déjà remplacer tout ça, tout ce monde-là, et ça c'est tout le temps, plus recruter encore plus pour pouvoir développer l'activité. Et en 2021, notre indicateur, c'est que on est passé de 500 salariés à 545 et qu'on a augmenté notre activité de 8%, grâce évidemment à ce solde positif de salariés. Donc ça, voilà, pour nous, c'est, le lien qu'on fait entre le projet et cet indicateur-là, il est plutôt là. Et du coup, j'aimerais vraiment laisser la parole à mes collègues. On a vraiment des salariés ambassadeurs qui cooptent des salariés, sont capables de dire à WeHelp ou à d'autres qu'ils sont très bien à l'ADT et qu'ils n'ont pas l'intention d'en partir, et d'être donc des ambassadeurs sur le recrutement, mais aussi d'être des ambassadeurs d'ADT sur le territoire, auprès des partenaires, auprès des usagers potentiels, etc. Moi, j'avais une petite question concernant la motivation de vos salariés vis-à-vis des véhicules. La première question, c'est est-ce des véhicules électriques ou pas? Et avez-vous pu avoir des financements spécifiques, départements, régions, pour l'acquisition de ces véhicules? Je laisse répondre sur la motivation. Sur la motivation pour les véhicules, alors ce sont des véhicules hybrides. La motivation, forcément que il y a quelques années, moi, c'est ce que j'ai toujours dit, j'aurais dit non à un véhicule parce que j'avais une vie familiale qui me permettait pas d'avoir un véhicule autre que le mien. Mais aujourd'hui, force est de constater que je suis très heureuse d'avoir le véhicule de l'ADT et qu'il me permet aussi d'emmener les usagers de façon correcte à des animations qu'on prépare, à leurs rendez-vous médicaux, et que c'est zéro frais pour moi. Bien sûr, je l'entends. Mais donc, et que les salariés, alors moi je suis en tant que responsable de secteur, c'est vrai que quand il y a eu l'augmentation du parc, là, on va dire les salariés qui ont pu en bénéficier cette année, moi j'ai eu des retours où au-delà de l'essence, etc., de dire c'est une vraie reconnaissance en fait que d'avoir un véhicule ADT. C'est vrai qu'à certains endroits, quand on est avec notre véhicule, on est invisible. Là où on voit, si je vais à la pharmacie chercher des médicaments pour un usager, on regarde la voiture, on dit mais vous êtes qui, vous faites quoi, est-ce que vous n'avez pas une carte à laisser? C'est un vrai aussi une reconnaissance et un support aussi de communication. Oui. Tout à fait. Mais donc, avez-vous eu des financements spécifiques pour l'acquisition de ces véhicules? Alors, en fait, on n'a pas acquis ces véhicules. En fait, on fait de la location longue durée. Et nous, l'équation de départ, c'était de considérer que la location longue durée plus le carburant plus l'assurance devait être équivalent à ce qu'on remboursait en termes de kilomètres. Donc, c'est pour ça ce que je disais tout à l'heure. En fait, on a commencé par les salariés qui faisaient le plus de kilomètres. Alors, il se trouve qu'on est sur un département vaste, je l'ai dit. On remboursait les kilomètres domicile-travail, voilà. Donc, par rapport à d'autres collègues, on avait des moyennes de kilomètres plus importantes. Alors, à l'époque, on avait situé le seuil à 700 kilomètres mensuels. Donc, les salariés qui faisaient 700 kilomètres mensuels, c'était plus intéressant de louer un véhicule. Là, du coup, au bout des 3 ans,
d'abord au bout des 3 ans, donc on avait visé une dépense ISO, donc équivalente à ce qu'on remboursait en termes de kilomètres. Il se trouve que finalement, on a fait des économies parce que quand les salariés sont en vacances, du coup, on récupère les véhicules et du coup, on les met à disposition de quelqu'un d'autre, donc on les utilise plusieurs fois. Avoir un parc de véhicules, ça veut dire qu'un salarié qui peut pas aller travailler parce qu'il est en panne, eh ben, on a forcément une solution pour lui, etc., etc. Et donc, du coup, sur la deuxième salve de location de véhicules, on a réduit. Aujourd'hui, on doit être à 400 km. Il y a des salariés qui ont un véhicule et qui font 400 km. Notre comptable serait là, elle dirait que ça nous coûtait un peu plus cher de louer le véhicule, de payer l'essence, qui plus est avec le prix d'essence. Mais en termes de levier sur la marque employeur, c'est assumé. Et voilà, enfin, bon, on dit toujours, on calcule rarement le coût des difficultés de recrutement, le coût des recrutements ratés, le coût, voilà. Eh bien, les moyens qu'on met dans les véhicules, enfin voilà, ça permet d'avoir des salariés qui sont fidélisés. Bon. Après, on a aussi très bien négocié notre flotte de véhicules. Parce qu'en 2018, quand on est allé voir Toyota pour des hybrides, eh ben, c'était le bon moment. Et parce que quand on a renouvelé là sur 3 ans, voilà, aujourd'hui, les associations d'aide à domicile qui négocient sur sur un nombre de véhicules aussi important que celui-là, il n'y en a pas beaucoup, donc c'est bien tombé. Voilà, dans 3 ans, quand on devra renouveler les 200 véhicules, peut-être qu'on sera pas, enfin, peut-être que le gap sera trop important. En tout cas, dans 3 ans, même si ça doit nous coûter un peu plus cher que ce que ça nous coûte aujourd'hui, on a bien en tête que le un peu plus cher, ça donne du résultat en termes de fidélisation et en termes de marque employeur, enfin, ce que je disais tout à l'heure. Merci. Merci. Vos collègues, Monsieur Verdier, vous voulez apporter des éléments complémentaires peut-être? Les éléments complémentaires qu'on peut apporter, c'est un peu dans le quotidien en fait de ce que nous on vit par rapport à Libérons nos énergies et puis comme il a déjà été expliqué en fait le partage d'informations qu'il peut y avoir entre le responsable de secteur et les auxiliaires sur ce qui se passe sur le terrain, donc que ce soit le planning effectivement avec un planning qui est préparé, visé par les intervenants pour modification ou pas, en tout cas pour faire en sorte qu'elles puissent voir au mieux comment arranger leur passage chez les usagers, toujours avec l'accord de l'usager bien entendu, mais avoir un planning qui soit le plus cohérent possible et pour les kilomètres également de toute façon. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros point en fait positif, hein, mais il y a aussi toute la communication qu'on a autour des usagers dans le sens où ils sont tous les intervenants terrain sont très responsabilisés par rapport aux informations qu'on partage, puisqu'ils ont exactement les mêmes informations que nous concernant l'usager, sa prise en charge, l'environnement familial, quels sont les contacts également qu'ils peuvent avoir avec les tuteurs, le corps médical ou autres. Hein, c'est-à-dire qu'ils sont tout à fait en capacité de prendre contact directement avec la famille s'ils se rendent compte que madame va moins bien ce soir. On partage également voilà cette communication vers les usagers, c'est ce qui permet d'aller plus vite, d'avoir une relation plus proche encore de l'usager par les intervenantes et de vraiment de mutualiser nos connaissances et nos compétences par rapport au terrain, alors entre ce que nous on peut avoir comme connaissances et puis par rapport à toutes les remontées terrain qui pour nous sont essentielles en fait. On fait vraiment un accompagnement personnalisé pour les usagers.
C'est-à-dire que si on voit, par exemple, que dans leur prise en charge, on a accès à leur planning sur le smartphone. Si on voit qu'il manque quelques heures et qu'ils ont un besoin particulier, on est à même de rajouter une intervention si on peut sur notre planning ou voir avec la responsable. Mais en général, maintenant, on le fait nous-mêmes et puis on envoie un petit message pour dire qu'on planifie une intervention supplémentaire ou qu'on élargit l'intervention prévue pour pouvoir pallier aux besoins de l'usager. Ça prend En fait, vous l'avez dans la salle sur la question de l'autonomie à ce point. Culturellement, on n'est pas tout à fait arrivé là, je pense, mais la crainte que ça génère, c'est celle que finalement ce soit les intervenants et les intervenantes qui fassent eux-mêmes leur planning de façon parfois peut-être un peu arbitraire ou pas forcément toujours pertinente. Comment vous pouvez réagir à ces craintes-là? Alors, moi, le jour où ils pourront partager leur planning et la construction initiale du planning, moi, ça me ravira parce que je pense que je pourrais aussi me consacrer à d'autres missions. Il y a toujours d'autres missions. En tout cas, ça me pose pas de problème par rapport à mon poste que de me dire que les intervenants le feraient directement. Enfin, après, je pense qu'il y a aussi une relation de confiance et de responsabilisation. Aujourd'hui, effectivement, ils ont cette possibilité d'intervenir sur le planning. Ils l'ont déjà, en fait. Dans les faits, c'est déjà un peu le cas. Si je construis un planning qui n'est pas du tout cohérent avec l'organisation horaire du contrat de travail du salarié ou avec les kilomètres ou autre, l'intervenant va refaire totalement son planning et ça va pas me poser de soucis. On a toujours des outils aussi. On sait bien que les intervenants continuent de pointer chez les usagers. Enfin voilà, il y a du contrôle quand même. Mais en tout cas, moi c'est pas une peur que j'ai. Je pense qu'effectivement, on a tout à gagner à tendre vers ça, au contraire. En fait, pour ça, on confirme vraiment l'adage que les règles, les contraintes, elles sont pour tout le monde, alors qu'en fait, ça concerne 3% de l'effectif. Donc, quand on fait confiance à 90% de nos salariés, voilà, enfin, je veux dire, il y a des dérapages, il y en a, mais je veux dire, il y en avait quand il y avait des règles, il y en a aujourd'hui. Et je veux dire, on les décale, mais globalement, on a des salariés qui sont tout à fait sérieux, consciencieux, investis. Et je veux dire, on est très au clair sur le fait que le réveil, c'est le matin, le repas, c'est le midi, la toilette, c'est plutôt le matin et le coucher le soir. Et que voilà, enfin, évidemment, voilà. Et j'ai envie de dire, dans un premier temps, quand on a dit aux salariés allez-y, vous pouvez intervenir sur votre planning, il s'est rien passé. C'est-à-dire que les ajustements, ils étaient à la marge. Et on a continué à aller dans ce sens-là. Et voilà, donc voilà, on est très au clair. Enfin, je veux dire, on est autorisé, habilité à l'aide sociale, on a des comptes à rendre. Et je veux dire, ce qu'on fait convient très bien. Un dernier élément, quand on a mis en place ce projet, évidemment, c'était un projet qui était d'abord centré sur la question des salariés, donc sur la qualité de vie au travail. On a pris le parti de pas associer les usagers, c'est-à-dire on n'a pas intégré dans notre comité de pilotage des usagers, on n'a pas intégré, on n'a pas demandé aux usagers s'ils étaient d'accord on laisse plus d'autonomie à nos salariés. On avait l'intuition que si on leur posait la question, ils ne seraient pas forcément d'accord. Et en tout cas, aujourd'hui, c'est plébiscité par les usagers. Alors, certainement parce que le confinement est passé par là, mais surtout dans l'évaluation de notre fonctionnement, de l'organisation du travail, on voit que sur la qualité de la prestation auprès des usagers, on est meilleur. C'est-à-dire que aujourd'hui, un usager qui, ce que disait Elena, veut plus d'heures, n'a pas besoin de notre intervention parce qu'il a du monde ce week-end, ça va se gérer en direct avec le salarié. Il va y avoir une réactivité, une capacité à répondre qu'on n'avait pas forcément, en tout cas en termes de réactivité,
capacité à répondre précédemment, parce que si on appelait le vendredi soir pour dire que il y avait de la famille qui venait et que les interventions n'étaient pas adaptées, on était en difficulté pour arriver à modifier ça. Voilà. Ça, aujourd'hui, ça se traduit dans les enquêtes de satisfaction et surtout, ça se traduit dans les projets personnalisés où, en fait, voilà, depuis des années, on intervenait pour une toilette ou un habillage dès 8 heures chez quelqu'un. Et en fait, c'est l'usager en direct avec le salarié ou le salarié en direct avec l'usager qui sait que chez cette personne-là, on peut venir plutôt à 9h ou à 9h30 parce que de toute façon, à 8h, elle n'est pas prête, ou inversement. Voilà. Et franchement, voilà, majoritairement, la confiance qu'on a accordée à nos salariés, elle nous est largement rendue. Enfin, il n'y a pas de sujet pour ça. Enfin, il n'y a pas plus de recadrage. Enfin, il y en a plutôt moins d'ailleurs. Il n'y a pas plus de recadrage qu'avant. Voilà, les 3% d'une organisation. Et au contraire, la confiance que nous accordent nos responsables et la DT en général nous permet aussi de se sentir valorisés dans nos métiers. On intervient au quotidien auprès des usagers, on sait et on connaît leurs besoins, ce qui fait que un matin, une personne n'est pas prête pour la toilette, c'est pas grave, on peut avancer la personne qu'on avait après et repasser un peu plus tard. C'est pas, vraiment, on s'adapte à l'usager. C'est vraiment intéressant. J'entends de notre côté des réactions, mais j'imagine que quand vous avez imaginé ce dispositif et comme vous l'avez imaginé possible à mettre en place, il y avait des craintes, il y avait des « oui, mais ça ne va pas être possible chez nous », etc. Et j'entends aussi ça. On n'est pas là pour dire « demain matin, on y va ». Par contre, moi, je trouve que c'est quand même très inspirant, toutes ces dynamiques-là. Et que peut-être se dire que la taille de chacun des services à domicile de la Nièvre n'est peut-être pas un obstacle en soi, parce qu'il y a aussi d'autres dispositifs qui permettraient peut-être que sur des sujets bien spécifiques, comme les flottes de véhicules, comme ce type de démarche, on puisse réfléchir à quelque chose de collectif. En tout cas, le département ne demande que ça. On est vraiment, on est prêt à accompagner des démarches. Si vraiment on a des services qui ont envie d'entrer avec nous là-dedans, on ira avec plaisir. Juste un point complémentaire au niveau RGPD vis-à-vis de vos salariés qui peuvent avoir accès à certaines informations dont pour nous, ce ne serait pas nécessaire. Est-ce que vous vous êtes bordé à ce niveau-là? Non. Non. Enfin, on l'était pas avant. On l'était pas avant et on l'est toujours pas. Mais voilà, très clairement, si on avait abordé ce projet par le prisme RGPD, je pense que on n'aurait pas beaucoup avancé. Juste en complément, ce que je voulais dire, c'est que quand on a mis en place ce projet, quand on a imaginé ce projet, c'était assez compliqué à expliquer parce qu'en fait, on supputait plein de choses, mais voilà, on avait du mal à vraiment se projeter sur ce que ça pourrait donner. Le parti pris qu'on a eu auprès des équipes, ça a été de développer ce projet. On n'a jamais dit, il y a 4 ans, quand on a présenté le projet, on a dit, voilà, on va essayer de faire un peu mieux que ce qu'on fait aujourd'hui. On n'a pas dit, vous allez voir, ça va être formidable, voilà. Et puis, en fait, c'est vraiment l'itération où on a mis en place des choses, ça marche, et on dit, on systématise, et on dit, on va encore plus loin, et on y va. Et voilà, à chaque fois qu'il y a des choses qui fonctionnent, on va encore plus loin. Et aujourd'hui, voilà, en 2022, on en est donc j'ai rencontré les responsables de secteur avec les ADTeam de leur territoire, où on partage ensemble le diagnostic du secteur en termes d'activité, en termes de partenariat, en termes de stratégie, et où quelque part l'objectif c'est d'aller sur le plan d'action qu'on va mettre en œuvre sur ce territoire-là. Voilà, donc ça, on n'était pas du tout
enfin, quand on a imaginé le projet, voilà, on ne savait pas si on irait là-dessus. En tout cas, on y va. Et le fait d'être au plus près du territoire, avec la responsable du secteur, avec les aides des teams, ça fait que dans les axes complémentaires qu'on va mettre en œuvre, on est beaucoup plus fin et on va aller beaucoup plus loin. Bon, ça répond pas à votre question, mais c'était juste pour redire ça. Voilà, aujourd'hui, là, pas plus tard que cette semaine, on est en train de se dire que on a alors c'est pas tellement sur la RGPD, mais c'est plutôt sur on a développé donc beaucoup de groupes WhatsApp, enfin en tout cas beaucoup de groupes. Les salariés, communiquent entre des teams, entre équipes, avec la direction. Enfin voilà, il y a plein de groupes divers et variés. Et là, on est en train de se dire que il y a des choses qu'il faut. Enfin, c'est un sujet qu'il faut qu'on remette sur la table sur comment on borde les choses. Même si évidemment, il n'est pas question les salariés, en dehors de leur temps de travail, ils n'ont pas à être sur leur téléphone, en dehors, pendant leur congé, pendant leur repos hebdomadaire, etc. C'est évident. Et pour autant, voilà, on sait qu'il y a des choses, à retravailler là-dessus. Alors même que on se faisait la remarque que donc on a des groupes WhatsApp, donc entre AD Team, il y a un groupe WhatsApp, donc les 60 AD Team sont sur ce groupe, la direction, les cadres, le conseil d'administration, et la réflexion qu'on se faisait, c'était que le niveau de discussion, il est tout à fait intéressant. Enfin, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on dit, on a lu un article. On se souhaite bon courage quand il neige ou quand il fait trop chaud. On se donne des informations sur la vaccination, sur les tests à aller récupérer. Enfin bon, bref, plein de choses. Les salariés nous donnent à voir les accompagnements un peu spécifiques des usagers centenaires, des actions collectives, de tout ce qu'elles mettent en œuvre. Voilà. Et donc la réflexion qu'on se faisait, c'est que autant sur ces groupes-là, on n'a pas eu à gérer comment on pourrait appeler ça, des comptes. Enfin, on n'a pas eu à modérer les contenus de ces groupes qui sont, en tout cas sur celui-là que je connais, de bonne facture, de bonne aloi. Enfin, il n'y a aucun problème. Après, là, on voit que il y a certains salariés qu'il faut recadrer un petit peu sur le fait de respecter leur temps de repos, leur arrêt maladie et de pas forcément être voilà. Donc c'est des sujets, enfin ça fait partie des axes de progrès et la RGPD aussi, mais très honnêtement, enfin au-delà de la RGPD, on sait bien que ce projet-là, il vient bousculer les normes, la démarche qualité, enfin voilà, pas tellement les objectifs, c'est-à-dire qu'on est très au clair avec la loi du 2 janvier 2002 et on n'a pas à rougir de ce qu'on fait par rapport à nos obligations. Par contre, on voit bien que par rapport aux outils évaluatifs classiques, notamment d'AFNOR, mais pas que, voilà, on vient un peu bousculer les choses et que voilà, mais ça se travaille et avec le département, ça se passe très bien parce que aujourd'hui, le département, un service qui recrute, qui fidélise, qui développe son activité, globalement, ça lui va quand même assez bien. Enfin voilà, et qui a des salariés qui sont capables de manière assez spontanée de dire que ils se sentent bien dans notre association, ça leur va bien.